La première, 9h, 10h, l'histoire continue. Bertrand N, Hélène Maquet. Le seul endroit sans doute où l'on est prêt à payer pour tout de suite après se demander entre deux haut-le-cœur ou deux hurlements pourquoi diable on s'est laissé entraîner là-dedans. Ouais, j'adore, c'est trop fort. Walibi, c'est Wavre, Libal, Vierge. Pourquoi Six Flags aujourd'hui? Parce que c'est un groupe américain qui a racheté Walibi. Loup-garou, Dalton Terror, et puis avant eux, Tornado, Sirocco. Ces mots-là vont puiser dans les souvenirs et les sensations de presque tous les Belges, au moins depuis la génération X. Un grand vide qui coule entre les côtes, la tête qui bourdonne au moment de l'accélération. Les parcs d'attractions nous ont appris à vivre les sensations fortes à l'écart du danger. Et en Belgique, il y a un parc d'attractions qui a marqué des générations, c'est Walibi, et il fête cette année ses 50 ans. Contraction des villages de Wavre, Limahl et Bierge, représentés par un wallaby, un kangourou devenu iconique. Nous vous racontons aujourd'hui son histoire. La première, L'histoire continue. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Histoire continue. Où nous évoquons ce qui a fini par devenir une partie du patrimoine belge. Venez me rejoindre à Walibi Belgique, autoroute Bruxelles-Namur, sortie Wavre. Walibi bibi, j'en suis papa. Étrangement positionné quelque part entre tourisme d'un jour et pop culture, Walibi a trouvé une place particulière dans le cœur des Belges. Le parc fête cette année ses 50 ans. Une des clés de son succès, c'est d'avoir su continuer à se réinventer. Et amener toujours de nouvelles attractions, de nouvelles idées pour continuer à être un point de convergence pour les touristes, particulièrement évidemment les enfants et les adolescents. Le parc d'attractions n'est pas forcément, on le verra, un modèle économique simple à mettre en place. Quelles sont les recettes qui fonctionnent? A-t-il encore un avenir? Ce sont les questions qu'on va se poser aujourd'hui. Le parc d'attractions, grand lieu de l'expérience collective d'émotions fortes, semble pour l'instant tenir le coup. On en parle avec nos deux invités. Alain Decropp, professeur de marketing à l'UNAMUR. Bonjour. Bonjour. Et Dominique Fallon, qui est ancien administrateur et puis directeur marketing de Walibi. Bonjour. 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 Vous avez été au cœur de l'aventure Walibi depuis le début. Je vais vous demander à tous les deux de me donner le premier mot qui vous vient à l'esprit si je vous dis Walibi. Dominique Fallon. Le sourire, à 10h du matin, quand on ouvre les grilles du parc et qu'il y a déjà 1000 ou 2000 personnes qui sont massées là pour entrer dans le parc, à 10h précises, on ouvre les grilles du parc et on regarde la tête des gens qui rentrent, plein d'énergie, etc., courant vers leurs attractions, un peu comme dans une cour de récréation au moment où le professeur lâche ses élèves dans une cour. Ça, c'est le mot vu de l'intérieur. Vous, Alain Decropp, c'est quoi le mot qui vous vient à l'esprit? Je dirais kangourou, puisque la mascotte a toujours été l'emblème de la marque, a été quelque chose qui est resté contre vent et marée quand le groupe a été racheté par les Américains. Six Flags, beaucoup de consommateurs se sont tout de suite insurgés contre ce changement de nom de marque. Donc, ça montre toute l'affection que les gens avaient pour Walibi et pour son kangourou, sa mascotte. Allez, on se replonge dans nos archives. « 28 décembre 2001. Il neige à gros flocons sur la Belgique. Dans la chaleur du studio du JT, un sapin de Noël scintille. Derrière la présentatrice, Fabienne Van de Merch. Elle va annoncer quelque chose d'impromptu, d'inattendu, quelque part de complètement disruptif. Chez nous, la fin d'une époque annoncée par la dernière heure aujourd'hui. L'an prochain, Walibi ne s'appellera plus Walibi et la mascotte ne sera plus un kangourou mais Bugs Bunny. Le parc d'attractions de Wavre appartient en fait depuis 3 ans à un groupe américain. Le parc d'attractions Walibi va changer de nom pour devenir Six Flags. C'est bien ce qu'a entendu le bourgmestre de Wavre, Charles Aubec. Ils sont venus me voir, bien sûr, il y a une quinzaine de jours pour me dire qu'ils allaient changer le nom. Dans le centre de Wavre, les habitants font leurs courses pour les fêtes de fin d'année. Et il n'y a pas grand monde pour aimer l'idée d'un changement de nom. Walibi, c'est Wavre, Libal, Vierge. Pourquoi Six Flags aujourd'hui? Parce que c'est un groupe américain qui a racheté Walibi. Ah, eh bien voilà. Six Flags. Les Américains qui avalent le kangourou?
Ben, je ne sais pas si le kangourou va se laisser manger. Ça, c'est autre chose. J'étais hôtelier pendant pratiquement 23 ans à Bruxelles. Et Walibi est une plaque tournante importante. Et je crois que c'est important pour Wavre. Pour vous, c'est une mauvaise idée, quoi. Pour moi, je crois que c'est une très mauvaise idée de changer le nom. Nous sommes en 2001 et Walibi est un lieu iconique pour les Belges. Une sorte de patrimoine dont on ne dit pas tout à fait le nom, mais auquel beaucoup se sont attachés. Pour comprendre comment le parc d'attractions est devenu un des hauts lieux des loisirs en Belgique, il faut remonter 25 ans en arrière. Eddy Meus, homme d'affaires belge, revient du Congo, où il a dirigé une plantation pendant plusieurs années. Nous sommes au début des années 70 et Eddy Meus décide d'acheter un grand terrain dans le Brabant wallon, situé à cheval sur les communes de Wavre, Limal et Bierge. Tout ceci n'était qu'un marais. Ça fait qu'on travaille avec des bottes ou des cuissards tellement il y avait de la boue. Et je me rappelle surtout que personne ne croyait pouvoir faire ici à Wavre un parc d'attractions. Personne n'y croyait. Dans ce grand marais, il y a un étang. Eddy Meus veut proposer aux touristes de venir y faire du ski nautique. À côté, il y aurait d'autres attractions à la pointe de ce qui se fait en Europe. Et dans le modèle économique, il y a une idée tout à fait nouvelle. Appliquer un tarif au forfait. Un ticket à la journée pour avoir accès à l'ensemble du parc, qui serait un grand enclos fermé. Dans le temps, il fallait attendre le passage de la foire pour pouvoir monter sur des engins de ce genre et obtenir le résultat désiré. Ils sont aujourd'hui en permanence, pendant toute la belle saison, la grande attraction des parcs du même nom. On les appelait montagnes russes ou déjà à l'américaine Scenic Railway. Ils portent aujourd'hui des noms plus flamboyants: Tornado, Fireball, Enterprise. Il faut à peine quelques années pour que le succès soit au rendez-vous. Walibi, ce parc d'attractions de 52 hectares situé près de Wavre, existe depuis 6 ans. C'est une entreprise qui occupe en saison 300 personnes, dont 100 étudiants. Dans ses meilleurs jours, le parc enregistre plus de 20 000 entrées. Les responsables de Walibi possèdent depuis 1979 une attraction luxueuse, le Tornado, sur lequel des roues en matière plastique ont été posées contre le bruit. Il y a un grand ressort psychologique derrière le succès des parcs d'attractions. Beaucoup plus que les autres attractions, il reste le lieu par excellence de la joie et de la terreur mêlées. Le seul endroit sans doute où l'on est prêt à payer pour tout de suite après se demander entre deux hauts-le-cœur ou deux hurlements pourquoi diable on s'est laissé entraîner là-dedans. La quête de sensations fortes, de la vitesse. Nous sommes dans les années 80 et c'est tout un imaginaire qui se développe. On a l'impression qu'on a le cœur dans les talons en fait et c'est vraiment génial en tout cas. Et on aime avoir peur? Oh oui, je crois un peu. Ouais. Enfin, moi personnellement j'aime bien avoir peur un peu, je vais dire. Il faut oser le faire quoi. Et toi tu aimes avoir peur aussi? Ouais, j'adore, c'est trop fort. Généralement les plus petits comme ça sont ceux qui ont le plus peur ou pas vraiment? Justement non, ce sont en général les plus têtes brûlées entre guillemets. Ça va, tu n'as pas peur? Non, je suis pas peur. Elle n'est pas un petit peu trop petite pour faire ce genre d'attraction? Tout juste l'âge. D'accord, elle l'a déjà fait? Oui, elle est passée. Et elle aime ça? Oui, elle aime bien, oui. C'est quand même pour elle, c'est bien. Les parcs d'attractions qui sont en train de naître partout en Europe ne permettent pas exactement de se faire peur. Ils permettent de jouer à se faire peur. Ils permettent de mettre en scène la peur de manière collective en se regardant les uns les autres. Et ça, c'est exactement ce que recherchent certaines générations en particulier. C'est ce qu'explique à la télé Philippe Godin, psychologue du sport à l'UCL.
on va voir une différence entre un enfant, un adolescent et les adultes. Bon, les adultes deviennent plus raisonnables. Par contre, l'enfant et l'adolescent, ils découvrent. C'est aussi la période de la vie où on se croit un peu tout puissant, où on a envie un peu de tout tester, on se croit un peu invulnérable. Et donc, il est logique qu'à l'enfance et à l'adolescence, puisqu'on est moins raisonnable, on va avoir envie de se créer des sensations un peu extraordinaires, mais en sachant quand même bien qu'on prend guère de risques. Pour que les touristes et les adolescents puissent jouer à se faire peur, il faut des attractions spectaculaires. En 1982, arrive le Sirocco, un grand looping qui renverse la tête à toute allure, mais qui énerve un peu les riverains. Depuis le début du mois de juin, Walibi a mis en circulation ce fameux Sirocco dont vous entendez le départ. Je ne sais pas si vous m'entendrez encore après. Et cet engin fait bien sûr un bruit insupportable. Pour cela, nous nous sommes réunis, nous avons créé un comité de quartier et demandé l'avis des gens qui, la grosse majorité, a répondu à notre appel, c'est-à-dire que tout le monde est incommodé. Le succès de Walibi ne va donc pas sans dégâts collatéraux comme les nuisances. Certes, c'est un lieu de détente, mais c'est aussi une entreprise qui doit trouver sa rentabilité. Le tourisme d'un jour est en pleine explosion et pourtant, le patron Edimeus explique que tout n'est pas si simple. C'est quand même un métier très difficile. C'est un métier très difficile où il faut faire très attentif. Les gens croient souvent que c'est facile, ils voient le nombre de cars, le nombre de voitures et croient que l'argent se ramasse à l'appel, mais les frais sont aussi très importants. Et je crois que maintenant, il y a quand même énormément de concurrence. Ce n'est pas tellement facile de gérer un parc d'attractions. À l'autre bout de la Belgique, à la côte, le patron de Méliparc, Didier Dujardin, est d'accord. La Belgique commence à saturer. L'accroissement de l'offre dans le domaine des parcs d'attractions n'a absolument pas pour résultat d'augmenter la demande. Nous avons en Belgique un certain nombre de personnes qui visitent les parcs d'attractions. Ce nombre n'est pas élastique. Je suis convaincu, quant à moi, que nous sommes arrivés à un certain type de saturation dans ce domaine et tout nouveau parc ne pourra éventuellement servir qu'à diminuer les entrées des parcs existants. Alors, pour faire face à la concurrence, pour être celui qui attire plus que les autres, le patron de Walibi n'entrevoit qu'une seule stratégie, grandir encore, proposer quelque chose de neuf. En 1987, la nouveauté n'est pas une simple attraction, c'est un coup de génie. Sous cette pyramide de verre, nous découvrons la nouvelle attraction du parc de Walibi, dont le clou est sans conteste le toboggan géant. Tel un boa, le tube avale le nageur pour une glissade extraordinaire, avec virage, dépassement et queue de poisson. À Aqualibi, tous les jeux d'eau sont permis. Walibi est un complément de Walibi avec, comme vous avez vu, des toboggans qui vont à l'extérieur, des toboggans à bouée, une piscine à vagues et d'autres piscines. C'est un ensemble nautique et aquatique. Grandir, se diversifier, ouvrir d'autres parcs, Mini-Europe, Océade, Bellewaerde, entrer en bourse. Le groupe Walibi va faire tout ça. Mais il reste que le modèle économique n'est pas évident. Les frais d'exploitation pour un parc d'attractions sont énormes. Il faut une nouvelle attraction tous les 3 ans. Les investissements sont lourds et extrêmement longs à rentabiliser. Les parcs ne tournent qu'en saison, mais il faut assurer la maintenance pendant toute l'année. Il faut aussi un gigantesque budget publicitaire. L'image fait tout et il peut arriver qu'en une seconde, elle se dégrade d'un coup. C'est ce qui est arrivé le 27 août 1997.
Le Sirocco bloqué à Walibi, les passagers se sont retrouvés coincés la tête en bas pendant plus d'1 heure. Le Sirocco, attraction phare, coincé pendant 1h20. Ça allait bien et tout, et puis on est monté. Et puis après, directement dans le looping, on s'est arrêté. Et puis au début, c'est pas que ça fait mal, mais t'as peur. Mais après, t'as plus de sang dans les jambes, t'as plein de sang dans la tête, et puis ça va pas. Quand on descend, t'es vraiment heureuse. Comment tu te sens maintenant? Très contente. Mais contente que ce soit fini? Oui. Je ne remonterai plus jamais sur un truc de ce genre. Ce jour-là, d'une certaine manière, le contrat a été rompu. Jouer à se faire peur sans prendre le moindre risque. L'incident du Sirocco montre toute la difficulté qu'il y a à gérer ces parcs, leur sécurité, alors que la rentabilité est un peu en berne ces dernières années. D'ailleurs, le patron Eddie Meus est en train de négocier pour revendre Walibi à un groupe américain. C'est ce qui va être fait quelques mois plus tard. Walibi intègre une grande chaîne américaine, Six Flags. L'idée, pas si bonne finalement, va tenir 4 ans. Walibi redevient Walibi et retrouve son célèbre kangourou en 2004. La première, l'histoire continue. 50 ans après la création du parc Walibi, on refait son histoire avec Alain de Croop, qui est professeur de marketing à l'université de Namur, et Dominique Fallon, qui est ancien administrateur, puis directeur marketing de Walibi. Dominique Fallon, on va peut-être commencer par vous. La création de Walibi, le parc, c'est vraiment quelque chose, le concept même de parc d'attraction, que les gens connaissent, on a déjà une forme d'habitude, ou à ce moment-là, on crée vraiment quelque chose de très très neuf pour les Belges? Mais moi-même, ayant fait terminer mes études, je ne pensais pas nécessairement aller dans un futur parc d'attraction. Ouais. Je connaissais Eddie Meus déjà comme jeune homme, et donc je termine mes études, mon service militaire, et il me dit, tiens, est-ce que tu veux venir pour lancer un parc? Je ne savais pas très bien c'était qu'un parc. Et le 1er mai, ou 2 mai, j'arrive à Walibi, donc c'est 3 mois avant l'ouverture, et je ne connaissais rien. Et il me dit, écoute Dominique, va voir d'abord ce que c'est qu'un parc. Moi, je n'avais jamais vu de parc de ma vie, et il m'envoie à la mer, à La Panne. Alors je pars à La Panne avec mon épouse, et je vais découvrir Mélie Park. Ouais. Et en rentrant dans ce parc, tout à coup, je reconnais l'image. Il y avait à l'entrée du parc un labyrinthe avec des haies. Et je me souviens qu'en 6e primaire, j'étais parti en voyage scolaire à Mélie Park. Je l'avais tout à fait oublié, mais c'est en arrivant là que je me suis rendu compte. Et c'était déjà, je dirais, les prémices d'un parc d'attraction qui existait. C'est pas encore les montagnes russes, etc. Ça, c'est quelque chose qui vient plus des États-Unis? C'était pas du tout les montagnes russes, mais même à Walibi, il y avait une petite montagne russe, mais c'était pas ça. L'originalité du parc, et ce qui a fait, on a compris plus tard vraiment son succès, c'est le fait de... Le parc coûtait à l'époque 150 francs belges pour rentrer dans le parc, donc c'était 4 € à peu près, et tout était gratuit à l'intérieur du parc. Mais les gens ne connaissaient pas ce principe. Et nous-mêmes, on était un peu inquiets, et on était à l'entrée du parc pour expliquer aux gens pourquoi ils devaient payer avant d'avoir vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Et donc, ils faisaient du ski nautique, c'est ça? Il y avait une petite... Il y avait quelques attractions qu'on avait louées à des forains pour étoffer un peu le parc, parce que nous n'avions pas les moyens financiers d'acheter des attractions. C'était une sorte de foire fermée, quoi. Enfin. Oui, parce que c'était des forains qui étaient là. Donc, pendant 3-4 ans, toute l'expansion du parc ne s'est fait qu'avec des forains. D'accord. Il n'y a qu'après 4 ans qu'on a accepté de nous prêter de l'argent pour investir. Alain de Croop, on entend Dominique Fallon nous raconter à quel point, quelque part, dans le concept, il y avait quelque chose de neuf. Cette idée d'un grand enclos qu'on paye, qu'on prépaye avant d'y accéder, avant de pouvoir aller sur les attractions. Il y a autre chose quand même aussi avec Walibi, c'est son identité. Tout de suite, c'est un nom, on l'a dit, Wavre, Limahl, Bierge, un logo. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment jouer. Oui, tout à fait. Donc, les marques puissantes depuis longtemps, ce sont celles qui ont un branding adéquat, signifiant,
différenciant des concurrents, etc. Et je pense que Walibi, au départ, a trouvé ce bon nom de marque pour tout de suite fédérer une grande communauté de clients, de visiteurs, de touristes, signifiant, parce que Wavre, Limalbierge, effectivement, le terrain sur lequel est implanté le parc d'attractions. C'est ancré dans la terre. C'est ancré, même au départ, ça a été très vite pour ancrer cette marque dans la tête du visiteur. Et puis surtout, je dirais encore plus, le logo, le kangourou, la sympathie du kangourou, la sympathie, l'affection qui est ressentie par le public cible dès le départ, les familles et les enfants en particulier. Et je dirais même encore en couche supérieure, les spots radio, on en a entendu un, ça fait aussi partie, c'est aussi une identité qui est entrée comme un verre d'oreille, on dit un earworm dans la tête des Belges. C'est ça, donc il ne faut pas sous-estimer effectivement tout ce qui a été fort de communication, de publicité, de promotion, notamment avec le jingle, Walibi Bibi, j'en suis baba, je pense qu'à l'origine, c'est quelque chose de lancinant. Ça, c'est dans les années 80-90, voilà. Quoi. Au moins jusque-là, je ne sais pas quand Exactement. il était. Dominique Fallon, vous qui étiez directeur marketing, Walibi Bibi, j'en suis baba. C'est vous, c'est vous. C'est une trouvaille incroyable. Mais nous avions une agence à l'époque qui m'avait proposé une dizaine de possibilités, en surlignant 2-3 possibilités. Mais en fait, j'ai choisi une des autres qui était le Walibi, j'en suis baba. Mais alors, la vraie trouvaille, c'est dans le studio ici à Bruxelles qu'il en a fait. Walibi Bibi, j'en suis baba. C'est cette répétition qui a fait que c'était vraiment génial. Et il y a très longtemps que ce jingle n'a plus été utilisé, et à ma surprise, j'entends encore des enfants qui aujourd'hui, j'imagine que c'est leurs parents qui a dû leur en parler, mais qui le répètent. Alors il y a quelque chose d'intéressant, vous disiez les enfants. Alain de Cropp, ça continue à être une expérience que les enfants aujourd'hui veulent faire. Les enfants continuent à demander à aller à Walibi. C'est quand même quelque chose qui est assez marquant. Oui, dans un contexte dominé par les réseaux sociaux et les écrans, effectivement, les enfants, les adolescents aussi continuent à être demandeurs, puisqu'ils constituent une grande partie de la clientèle de Walibi. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette volonté de se détacher de ce monde digital et numérique, revivre des émotions fortes, des sensations fortes. Il y a chez l'être humain une tendance naturelle à aimer se faire peur, et c'est clairement toujours un ressort qui motive les gens par rapport à la fréquentation de Walibi. Oui, Dominique Fallon, on voit que cet attachement à la marque, il compte très très fort. À la reprise de Six Flags, il y a beaucoup de déceptions, manifestement. Et puis de toute façon, l'histoire va montrer, on va revenir à Walibi. Ça fait penser aussi à d'autres histoires comme ça. Par exemple, Quick, on a à un moment dit ça va changer de nom. Finalement, on a gardé parce qu'il y a une réaction du public. Carapils, les bières du Colruyt, qui ont annoncé un changement de nom. Il y a eu une levée quasiment du public pour défendre cette marque. Comment vous expliquez qu'il y a une telle adhésion au fond, voire même identification à la marque Walibi chez beaucoup de Belges? Mais quand les Américains ont quitté l'Europe, donc nous sommes à ce moment-là retrouvés avec des actionnaires anglais et qui nous ont dit: est-ce que vous voulez garder la marque Six Flags? Est-ce que vous voulez Walibi ou est-ce que vous voulez un autre parc? On a fait de manière assez classique une enquête en Belgique pour savoir un peu quel était le souhait du public. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait une très forte majorité pour la récupération du nom Walibi. Et on a été surpris parce que c'est vrai que le nom Walibi, beaucoup l'avaient gardé, surtout que si Flac, les gens ne savaient pas très bien ce que ça voulait dire. Non, ouais. Mais en plus, par contre, les ados, donc de 15, 16, 17, 18 ans, qui aimaient bien déjà tout ce qui était anglophile, eux avaient bien adopté la marque. Mais même chez les ados, ils voulaient retrouver quelque part leur enfance, et leur enfance, c'était Walibi. Et donc, il n'y a pas eu de photo, c'était Walibi qui devait revenir. Alain de Cropp, même question. Comment est-ce qu'on explique qu'il y a une telle adhésion à des marques que parfois il y a des décisions de changement de nom, et on se rend compte plus tard qu'en fait ça marche pas du tout? Comment on n'anticipe pas que le public est à ce point attaché à une marque? Effectivement, l'image de marque, elle est difficile et lente à construire souvent, mais elle est collante. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, les gens, surtout dans des domaines où l'affect, où les émotions sont très importantes, vont y être très attachés et vont trouver cela inacceptable de changer, de détruire ce nom de marque. Ça a été le cas pour des tas d'exemples dans l'histoire. Oui, vous les avez donnés, effectivement, belge, voilà. mais pour Walibi, ça a été un exemple flagrant. Et vous diriez que c'est flagrant pour Walibi justement parce que c'est quelque chose qui est
extrêmement lié aux émotions, et aux émotions fortes qu'on vit dans le parc, et aux émotions qui sont liées au fait qu'on va puiser dans les souvenirs, puiser dans l'enfance, etc. Oui, donc il y a ce qu'on appelle des marques hédoniques ou des marques expérientielles qui ont un côté beaucoup plus affectif et émotionnel que les marques rationnelles. Bon, Duracell, par exemple, n'a pas cette dimension émotionnelle et affective, et on s'y attache moins. Mais pour les marques auxquelles on s'attache très très fort, notamment parce qu'elles sont reliées à des expériences personnelles qui font appel à la peur, aux sensations fortes ici, à l'imaginaire, à la rêverie, à la découverte, etc., c'est dangereux de changer le nom de marque. Je voudrais peut-être ajouter un petit point à ce qui vient d'être dit, qui est tout à fait ce que nous ressentons. Mais en plus, on ne vient jamais à Walibi tout seul. Ou bien on vient avec des copains, ou bien on vient en famille. Et tout le plaisir d'une attraction, quand on a sur la dalle de terreur, cette chute de 77 mètres, tout le plaisir avant, oh, moi je ne monte pas là-dessus, c'est trop dur, c'est trop effrayant, etc. Finalement, il y a une partie du groupe qui le fait quand même. Il y en a un qui sort tout blanc, l'autre qui sort tout rouge, enfin bon voilà. Moi, plus jamais, moi c'est super, je recommence. Et tout ce qui se passe avant et après l'attraction est ou presque aussi important ou plus important que ce qui se passe sous l'attraction même. Et je dirais encore, peut-être, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de rituel, de l'ordre du rituel pour les enfants, de dire « je suis allé à Walibi, je suis allé sur le Dalton Terror, c'est comme j'ai fait ma communion, quoi, quasiment. » Bah, un peu, oui. Ou ma totémisation. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui était un vécu fort, mais ce vécu fort, c'est parce qu'il a été changé aussi. Parce que si on va tout seul, on vit la même expérience, mais le plaisir du partage, c'est essentiel. Et on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux, le besoin de compenser un peu. Je crois que c'est surtout ce besoin de partage et de faire quelque chose avec quelqu'un d'autre, en vrai, et pas par écran interposé. La première, l'histoire continue. On évoque donc la création de Walibi il y a 50 ans et les raisons de son succès avec Alain Decroppe, qui est professeur de marketing à l'université de Namur, et Dominique Fallon, qui est ancien administrateur de Walibi, puis directeur marketing du parc. Un mot sur ce modèle économique des parcs d'attractions. On entendait dans le récit le fondateur expliquer que c'était compliqué parce qu'on sous-estimait notamment toute une série de coûts. C'est toujours le cas, Alain Decroppe ? Oui, le business des parcs d'attractions est compliqué. Pourquoi ? Parce que les coûts fixes sont énormes. Les investissements qu'il faut faire se comptent par millions, voire par dizaines de millions. Notamment en matière de sécurité, on entendait l'affaire du Sirocco là, qui est resté bloqué. C'est le cauchemar, ça, pour un parc. Oui, mais ça, c'est encore après. C'est tout ce qui est maintenant, sécurité. En ce qui concerne les amortissements eux-mêmes, prenez juste la dernière attraction lancée par Walibi, le Mégalodon, c'est 10 millions d'investissements. La gigantesque serre qui est en train d'être construite à Péridesa, c'est 60 millions d'investissements. Donc, il faut amortir ces amortissements forcément sur un grand nombre de visiteurs. Donc on joue sur un tourisme de masse qui est nécessaire pour pouvoir amortir ces gigantesques amortissements. D'autant plus que le parc n'est pas ouvert toute l'année. Le parc, il y en a certains qui ouvrent toute l'année. Donc, c'est de plus en plus long d'ailleurs, j'ai l'impression. C'est de plus en plus le cas, une tendance à la désaisonnalisation de l'activité touristique, c'est-à-dire qu'il y a des visiteurs un peu toute l'année, que de plus en plus de parcs franchissent le pas maintenant d'ouvrir toute l'année. Et donc je ne pense pas que ce soit déjà le cas pour Walibi, mais effectivement, ça permet aussi d'amortir davantage tous ces investissements gigantesques. Dominique Fallon, sur le modèle économique, il faut effectivement investir dans des attractions qui vont être attractives, qui vont être à la pointe, etc. Et en plus, il faut le faire, en fait, relativement régulièrement. On ne peut pas, dans un parc d'attractions, finalement, se reposer sur une grosse attraction qui va attirer du public pendant 15 ans. En fait, tout dépend de ce qu'on veut faire. Si on veut avoir une attraction qui va avoir tendance à amener du monde et à faire croître le parc, il faut plutôt choisir une attraction très visuelle, à sensation. Et pourquoi ? C'est pour une raison toute simple. C'est une nouveauté, c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas. Mais surtout, c'est une attraction qui fait parler,
qui crée du bouche à oreille. On raconte son expérience. Moi j'ai fait ça, c'est super, etc. C'est le gosse qui dit moi je l'ai fait, moi je veux aussi aller à Walibi pour le faire. Mais même les gens qui n'y vont pas, parce qu'ils sont trop âgés, parce qu'ils n'aiment pas les sensations fortes, ils le regardent et trouvent ça incroyable, et même ceux qui n'ont pas fait en parlent. Et donc ce sont des attractions qui sont porteurs de bouche à oreille. Si on prend d'autres types d'attractions, comme par exemple Toutankhamon, bien l'attraction sur l'hôtel, où on tire un type mais qui était à l'intérieur, qui a des très beaux décors, on est plongé dans une ambiance. Ce sont des attractions qui sont très importantes pour créer l'équilibre du parc. Par contre, on doit avoir des choses pour les jeunes, pour les familles, pour un peu tous les âges. Mais les attractions intérieures, les dark rides, comme on appelle sur le plan technique, sont des attractions qui sont importantes pour l'équilibre du parc, mais qui ne font pas de bouche à oreille. Donc on doit les avoir, mais on sait qu'avec ça, une nouvelle attraction ne fera pas monter le nombre de visiteurs. Alors, ce qui est aussi assez intéressant quand on regarde les parcs d'attractions en Belgique, Alain de Croop, on a parlé d'Edimeus, c'est une famille qui a largement investi. Il y a eu Walibi, le groupe Walibi, des Walibi à l'étranger, et puis il y a eu Océade, Mini Europe, qui sont qui font partie aussi du groupe Walibi. Ce sont des familles qui sont derrière les grands parcs d'attractions en Belgique, ce qui quand même vient aussi rejoindre très largement le fonctionnement de l'économie belge pendant de nombreuses années. Oui, tout à fait. Les familles ont toujours été importantes dans l'économie belge au niveau des nouvelles initiatives des start-up et puis parfois de la pérennité même de ces entreprises qui, grâce à leur structure familiale, on franchit parfois le cap du siècle d'existence. Je prends par exemple le domaine des Grottes de Han, c'est plus de 150 ans d'existence et on a toujours une société qui est plus ou moins familiale. Dans le groupe Walibi, c'était la même chose. La famille Meus a été aux commandes pendant très très longtemps. Souvent on a des attractions qui lancées aussi par des visionnaires, comme l'a été dit Meus. On peut prendre évidemment plus près de nous Éric Dombe pour Péridesa. Donc c'est cette personnalisation. Comme ça. Au début, personne n'y croit jamais. Enfin, dans ce genre de projet. Dans ce genre de business, c'est difficile de monter le projet si on n'y croit pas soi-même, si on met pas la main à la pâte soi-même. Et donc cette structure familiale, elle est souvent issue de cette nécessité d'impliquer toute une famille autour du projet. Dominique Fallon, un mot peut-être aussi quand même sur le lieu. On a dit tout à l'heure Wavre, Limalbierge. Le Brabant wallon, proche de Bruxelles, ça a sans doute aussi joué. Dans cette province plus jeune que les autres, qui a vu se développer Louvain-la-Neuve, juste à côté, un formidable succès pour l'université, mais aussi pour toute une série d'entreprises. C'est une province qui a grandi énormément en termes de nombre d'habitants. Ça joue aussi le fait que ce soit là. Peut-être que si ça avait été dans le Hainaut, à Liège, au Luxembourg, à Namur, enfin peu importe, dans une autre province, ça n'aurait pas marché de la même manière. Je ne sais pas, quel est votre regard là-dessus ? Mais si on fait du géomarketing... Oui. Edimeus, en 10 minutes, il l'avait fait. Il avait déjà l'autoroute en 72, quand il a acheté son premier terrain. La seule chose qu'il avait vue, c'est que l'autoroute allait jusqu'à Wavre. Il était prévu de se prolonger jusqu'à Namur. C'était central par rapport à la Belgique. Donc il a dit, c'est bon, je suis au bon endroit. Sans se poser Brabant wallon ou choses comme ça, mais c'est vraiment géographiquement en Belgique. Maintenant, le géomarketing est quand même limité. Parce que si on a parlé plusieurs fois d'Éric Dombe à Péridesa, s'il y a bien un endroit qui est contre-intuitif pour ce type d'attraction, c'est de se mettre là au milieu à Chièvre, là au milieu vraiment de nulle part. Et pourtant, c'est un succès absolument énorme. Donc, le géomarketing, il faut s'en méfier. Mais c'est vrai que le fait d'être près de 100 grands centres urbains, surtout pour un parc d'attraction, c'est quelque chose qui est cohérent. On parlait des grandes familles qui possèdent et qui ont possédé les parcs belges. Aujourd'hui, Walibi appartient à qui ? Alors aujourd'hui, après plusieurs actionnaires, les Américains, les Anglais, finalement, on est tombé dans le groupe français, la Compagnie des Alpes. La Compagnie des Alpes, son métier historique, c'est tout ce qui est remontée mécanique dans les montagnes. Et à un moment donné... Un secteur qui doit aussi se diversifier. Il voulait se diversifier et avoir un autre pilier qu'uniquement la neige. Et le président de l'époque a dit, tiens, mais au fond, un parc d'attraction, c'est très important au point de vue sécurité. Donc l'aspect ingénieur du métier, c'est crucial. Mais dans la montagne aussi, tous ces grands engins, c'est le ferrique à très, très haute altitude, il faut la sécurité très importante. Second aspect, ce sont des métiers saisonniers.
Il y a une activité où on a beaucoup d'activités, puis pendant quelques mois, plus d'activités. Une troisième ressemblance, ce sont des activités où on travaille avec beaucoup de monde. Donc, en montagne, il y a les files d'attente pour remonter, voilà. Mais dans les parcs d'attractions, il y a aussi la gestion des foules, pour avoir une capacité suffisante dans le parc. Et donc, sauf que l'un est en hiver, l'autre est en été. Et donc, le président de l'époque a considéré que c'était une diversification naturelle. Alors aujourd'hui, quand on va dans un parc d'attractions comme Walibi, on a le sentiment que les attractions qui sont là, c'est le même type d'attraction que ce qu'on connaît depuis maintenant de nombreuses années. Il n'y a pas eu de bond technologique ces dernières années sur les attractions des parcs d'attractions. Est-ce qu'on pourrait voir, Dominique Fallon, arriver de nouvelles choses dans le monde des parcs d'attractions dans les années qui viennent? C'est quoi, en gros, les tendances? Je crois qu'il faut toujours rappeler qu'est-ce qui fait le succès des parcs, c'est le bouche-oreille, c'est le fait qu'on vise des émotions avec d'autres. Donc ça, c'est quand même la base. Maintenant, il y a... Alors, les attractions ne ressemblent plus du tout à ce qu'il y avait au départ. Quand on voit les montagnes russes actuelles, on parlait tout à l'heure du Sirocco qui faisait énormément de bruit, qui était une vieille technologie, qui faisait effectivement beaucoup de bruit. Aujourd'hui, les montagnes russes sont une technologie complètement différente, qui permet d'aller beaucoup plus haut et beaucoup plus vite, mais en plus, avec beaucoup moins de bruit. Ceci dit, il y a quand même un secteur qui commence à venir dans les parcs et qui va se développer, c'est tout ce qui est virtuel. Et donc, c'est augmenter la pression physique, parce qu'on l'aura toujours, mais l'augmenter encore par un aspect virtuel. Et là, il y a un créneau de développement pour l'avenir. Ça, il n'y a encore rien à Walibi en réalité virtuelle? On évoquait tout à l'heure, si je puis me permettre, le Toutankhamon, c'était déjà, avant la lettre, une attraction interactive qui permettait de tirer avec des pistolets laser, qu'il permet toujours, sur des cibles, etc., dans un décor réel, avec un mécanisme technologique, où chacun est équipé de son appareillage. Donc je pense de plus en plus, les parcs d'attractions intègrent cette hybridité d'une attraction réelle, mais avec certains mécanismes virtuels qui permettent d'augmenter la réalité plutôt que d'aller vers de la réalité totalement virtuelle. Aujourd'hui, un parc comme Walibi, c'est rentable. Le modèle, il tient la route, Dominique Fallon? Il tient la route. Comme Eddy Meeus le disait, il faut être extrêmement attentif parce que, effectivement, les frais fixes sont extrêmement importants. Quand on est au-dessus, alors ça va, on fait vite du gras et c'est rassurant. Mais si on est en dessous, une année, je me souviens très bien, l'automne est arrivé le 20 août. Le 20 août. Et donc, pendant 11 jours, les 11 derniers jours de vacances, c'était la pluie tout le temps, c'était vraiment l'automne. Or, ce sont les derniers visiteurs qui font le résultat de l'année. Et donc, cette année-là a été vraiment catastrophique parce que ces derniers visiteurs, on ne les a jamais eus. Et puis, au mois de septembre, l'année est finie, les enfants sont à l'école. Et donc, donc tout l'art est d'arriver à contrôler ça. Et d'ailleurs, on l'a évoqué tout à l'heure, le fait que de plus en plus de parcs étendent leur période d'activité, c'est aussi une manière de lisser, je dirais, ce risque si on est sur une période trop courte. C'est pour ça que Walibi, d'abord, s'est ouvert en octobre pour la période d'Halloween, qui est devenue aujourd'hui la plus forte fréquentation du parc. Et depuis 2 ans, on est ouvert à Noël, une clientèle très familiale. C'est intéressant aussi ce que vous dites par rapport à Halloween. Là, vous allez chercher un public qui est un public plus âgé, qui est plutôt les adolescents. Donc Walibi ouvre à Halloween avec une mise en forme particulière qui fait peur, etc. D'ailleurs, les enfants, c'est pas conseillé d'y aller, etc. Mais en même temps, tout ce dont les enfants rêvent, c'est de pouvoir aller à Walibi, à Halloween, à Walibi quand ils seront plus grands. Ça, c'est aussi une manière de continuer à fidéliser et d'aller rechercher le public pour qu'il revienne encore un peu plus tard dans sa vie. Ils reviennent une seconde fois. Maintenant, pour les enfants plus jeunes, ce qu'on leur donne déjà depuis plusieurs années, on leur donne un macaron que les parents peuvent apposer, de telle manière que les monstres, entre guillemets, qui circulent dans le parc ne fassent pas peur aux enfants qui sont porteurs de ce badge. Et essaient d'effrayer les autres. Mais donc, tout ça, on essaie de le gérer. Maintenant, on parlait de Noël. Noël, c'est une clientèle qui est tout à fait familiale. Il y a des ados, bien sûr, qui viennent aussi à Noël, mais c'est la féerie, c'est la lumière, c'est le mythe de Noël. Et donc, là, de nouveau, c'est des périodes différentes, mais qui attirent des visiteurs au profil différent. Alain Decroppe, vous êtes professeur de marketing à l'UNAMUR, on l'a dit. Un des concepts importants dans le marketing, c'est l'expérience, le fait de faire une expérience. Est-ce que les parcs d'attractions ne sont pas finalement l'essence de ça ?
Oui, on peut dire quelque part que les parcs d'attractions ont inventé le marketing expérientiel. L'idée, non seulement d'apporter de l'utilité aux consommateurs, mais aussi et surtout du plaisir, de l'expérience, de la joie, d'être présent ensemble sur place, de vivre dans un environnement fantasmé, de vivre des sensations fortes, on l'a dit, etc. Donc le marketing expérientiel, ce sont réellement les parcs d'attractions qui l'ont inventé, avec ces 3 dimensions du décor, de la thématisation, bien sûr, avec la deuxième dimension qui est celle du storytelling, raconter une belle histoire aux visiteurs. Et n'oublions pas une dimension qui devient de plus en plus forte, celle de la communauté, qu'on va essayer de créer sur place en faisant interagir les gens entre eux, mais aussi, surtout après, sur les réseaux sociaux, en partageant les souvenirs, les photos qu'on va poster sur Instagram. Voilà, on comprend à quel point le parc d'attractions a probablement encore de beaux jours devant lui, parce que peut-être qu'il a aussi été précurseur de toute une série de comportements aujourd'hui chez les enfants, chez les adolescents, chez les adultes. Merci beaucoup Alain Decroppe d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Dominique Fallon d'avoir été avec nous et d'avoir partagé tous ces souvenirs. Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce que nous faisons chaque semaine dans l'Histoire continue. Avec les archives de la Sonuma, à la réalisation Guillaume de Smet et à la coordination Émilie Malice.